bonsoir à tous. À la une de ce journal présidentiel en Centrafrique, le président sortant et candidat à sa propre succession, Faustin Archange Touadéra, est en tête des tendances après le dépouillement des bulletins de vote dans plusieurs localités. Pendant ce temps, le gouvernement centrafricain se félicite de l'organisation de ce double scrutin malgré des exactions et des troubles liés aux multiples exactions menées par des groupes armés. Dans quel état d'esprit les Centrafricains attendent les résultats définitifs de cette élection présidentielle? Élément de réponse en ouverture de ce journal. La crise sanitaire a bouleversé le quotidien des Camerounais depuis près de 9 mois, entre hésitation du gouvernement à mettre sur pied une stratégie de riposte et le nombre croissant des cas Covid-19 enregistrés au pays et une critique virulente sur la gestion financière de la crise sanitaire. Nous ferons le point sur l'une des actualités brûlantes de l'année 2020, dont la retro consacrée à cette actualité dans le journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Mettons d'abord le cap sur Bangui, la capitale centrafricaine, où se poursuit le dépouillement des bulletins de vote. Les premières tendances font état de la position du président sortant qui serait en passe de remporter ce scrutin présidentiel. Mais de nombreux observateurs restent prudents en attendant à la fois le dépouillement et les décomptes dans les bureaux de vote situés dans l'arrière-pays. Nos reporters, Carlos Minoué et également Guy Zogo, envoyés spéciaux à Bangui, font le point sur le dépouillement des bulletins de vote au lendemain de l'élection présidentielle en Centrafrique. 24 heures après la tenue de l'élection présidentielle et des législatives ici en République centrafricaine, les premières tendances lourdes de ce scrutin se dégagent. S'agissant de son déroulement sur l'ensemble du territoire centrafricain, il s'est effectivement tenu dans les 16 départements et 71 arrondissements que compte la République centrafricaine, à l'exception bien sûr de quelques localités où le vote a été perturbé. Il s'agit notamment de Bossangwa, de Boire, de Botanfago ou de Dekwa, où justement 3 casques bleus de la MINUSCA ont trouvé la mort après des combats avec les rebelles. S'agissant des tendances issues de ce scrutin, on note que le président sortant, le professeur Faustin Archange Touadéra, candidat à sa propre succession, arrive largement en tête selon les premières tendances justement qui se dégagent de ce scrutin. Illustration par exemple à Paris, l'une des places fortes de la diaspora centrafricaine, ou encore au Bénin où les Centrafricains résident en nombre. C'est effectivement le président sortant qui arrive largement en tête avec plus de 50% de suffrages. Mais attention, il faudra être patient puisque c'est l'autorité nationale des élections, l'ANE, qui a la charge dans un délai de 8 jours de publier les résultats provisoires. Puis, dans la foulée, ce sera la Cour constitutionnelle qui les publiera 15 jours après l'autorité nationale électorale. Donc, patience, patience encore ici à Bangui avant la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle de ce 27 décembre 2020. À Bangui, pour Equinox Télévision, Carlos Minoué et Guy Zogo. Et ce lundi, le Premier ministre centrafricain, Firmin Grébada, a tenu un conseil de cabinet portant sur le déroulement de ces élections présidentielles et législatives et des questions sécuritaires. Concernant les élections, le Premier ministre s'est félicité de la bonne tenue de ce double scrutin dans les 8 arrondissements de Bangui et les 16 préfectures de la Centrafrique, hormis, selon lui, les perturbations dans certaines localités dues au groupe armé. Le chef du gouvernement centrafricain a félicité la population pour son engouement et sa forte mobilisation lors de ces scrutins, ne cédant pas aux menaces et pressions pour se rendre massivement dans les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire et au sein de la diaspora. Il a tenu à rappeler le travail fait par le gouvernement sous l'autorité du président de la République, Faustin Archange Touadéra, pour tenir ce pari de l'organisation des élections. Et quel est justement l'état d'esprit des Centrafricains ayant participé à ce double scrutin?
hier dimanche. Quelle est l'ambiance dans la capitale centrafricaine au lendemain de cette élection qui s'est déroulée sous haute surveillance de la part des forces onusiennes, des forces rwandaises et des forces russes et centrafricaines? Élément de réponse avec nos envoyés spéciaux Eric Watat et Gladys Sidier. Le calme règne à Bangui au lendemain des élections. Mais la nuit a été longue pour les candidats au double scrutin législatif et présidentiel. Plusieurs militants ayant assuré la veille dans les centres de vote rendent compte du déroulement de la journée. Au siège du parti de Anissé Georges Dolo-Guélé, le principal challenger du président sortant Faustin Archange Touadéra à cette élection, ça grouille de monde. Les superviseurs ont assiégé le QG aux premières heures de la journée du 28 décembre en vue de déposer les procès-verbaux en leur possession. Une occasion pour les cadres du parti de faire leur bilan de cette journée de vote. Les opérations de vote se sont déroulées de façon assez disparate sur le territoire. Il y a des villes dans lesquelles le vote a eu lieu, des villes dans lesquelles le vote a eu lieu partiellement et des villes dans lesquelles le vote s'est normalement déroulé. C'est quand même une élection assez chaotique, pour tout dire. Des grands centres urbains tels que Bossangwa, Bambari, dans ces villes-là, le vote n'a pas eu lieu. Ou le vote a eu lieu partiellement parce que les bureaux auraient ouvert 1 heure, le vote s'est interrompu et réouvert après et interrompu après, ce qui pose problème sur la crédibilité de ces élections-là. L'Union pour le renouveau centrafricain, qui dénonce déjà des manquements observés durant ces élections, dit préparer des documents qui seront acheminés à la Cour constitutionnelle ainsi qu'à l'ANE, l'autorité nationale des élections, en temps opportun. Dans ce parti politique de l'opposition, l'on se projette déjà vers un second tour de l'élection présidentielle. Nous avons un service qui travaille assez scrupuleusement sur tous les cas de figure. Les éléments vont être produits à la Cour constitutionnelle le moment venu et à l'ANE pour attester des problèmes que nous avons relevés. C'est très difficile de se prononcer par ces conditions, mais je sais que malgré les fraudes avérées, nous nous acheminons vers un second tour. Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Dolo-Guélé. Il y a énormément de fraudes. Donc nous travaillons là-dessus et le moment venu, vous aurez des éléments beaucoup plus concrets à ce moment-là. Ça bouge véritablement au siège du parti de Anissé Georges Dolo-Guélé. Le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle qui s'est déroulée dimanche 27 décembre en République centrafricaine. Eh bien, au siège du parti, juste derrière moi, ce sont des scrutateurs, des superviseurs des centres de vote. Ils ont donc décidé d'apporter sur place les procès-verbaux étant donné qu'ils n'ont pas pu les acheminer hier. Les documents ne sont pas arrivés jusqu'au siège du parti en raison de la circulation qui a été bloquée dans tout le pays à une certaine heure de la nuit. Et certains superviseurs nous font savoir que les bureaux de vote ont fermé très tard, 23h30, minuit parfois, et la circulation étant bloquée. Ce n'est que ce matin et donc ce 28 décembre qu'ils ont pu ramener les documents au siège du parti politique. Et d'ores et déjà, les responsables de l'Union pour le renouveau centrafricain dénoncent de nombreuses irrégularités ayant entaché le processus électoral. Rappelons que les résultats partiels de cette élection présidentielle en République centrafricaine sont attendus pour le 4 janvier et les résultats définitifs seront proclamés le 19 janvier 2021. Depuis Bangui, pour Equinox Télévision, les envoyés spéciaux, nous sommes Eric Watat et Gladys Sidier. Une brigade de reporters d'envoyés spéciaux pour vous rendre compte de l'évolution de la situation politique en Centrafrique. Et au Cameroun, vague d'émotions après la tragédie survenue sur l'axe Fumban-Dikinimeki, là où plus d'une trentaine de personnes ont trouvé la mort dans un accident dont les circonstances restent encore troubles. Sa Majesté Ibrahim Bombonjoya, sultan roi des Bamoun, dit être profondément affligé et adresse ses vives condoléances aux familles des disparus et ses souhaits de prompt rétablissement aux multiples blessés. C'est avec douleur et consternation que Maurice Kamto dit avoir appris le décès de plus d'une trentaine de personnes dans un tragique accident de la circulation survenu vers Dikinimeki. Le président du MRC exprime sa profonde compassion
aux familles si durement éprouvées. Il prie le Seigneur afin qu'il veille au rétablissement des nombreux blessés. Autre réaction, celle de Cabral Libi, président du PCRN et député de la Nation, qui présente lui aussi ses sincères condoléances. Il a tenu à insister sur le mauvais état de certains axes routiers, préoccupation posée à plusieurs membres du gouvernement lors des questions orales à l'Assemblée nationale. Et le maire de Njombe Peña, Paul Rekingue, a annoncé au nom du conseil municipal une dotation symbolique de 500 000 francs CFA pour les victimes de ce tragique accident. Il a exhorté tous les maires à faire preuve de solidarité à l'endroit de ces familles endeuillées et des rescapés de ce tragique accident. Le gouvernement, jusqu'ici, reste prudent en attendant les conclusions de l'enquête menée par la police, la gendarmerie, pour voir plus clair sur les responsabilités des uns et des autres impliqués dans ce tragique accident. Néanmoins, des experts constatent que le gouvernement a l'habitude de prendre des sanctions contre des agences de voyage impliquées dans les drames routiers au Cameroun, mais pour autant, cela n'a pas réussi à faire baisser la courbe de la mortalité sur les axes routiers. Des experts demandent au gouvernement de mettre fin à la cacophonie dans la stratégie de la sécurité routière et d'impulser une réelle volonté politique de lutte contre les causes des accidents au Cameroun. Explication dans ce reportage signé Donald Brice Kamgan. 2020 n'avait donc pas encore dit son dernier mot. 39 morts et une vingtaine de blessés. Le bilan de la collision entre un bus d'Avenir Voyage et un camion de transport de marchandises en Dikilimeki dans le centre fait réagir les associations de la société civile œuvrant dans la sécurité routière. Il est recommandé qu'au bout de 500 km, un chauffeur doit prendre un repos automatique et ne reprendre le volant que le lendemain. Et encore, il est instruit, selon les programmes d'ordre de sensibilisation à la sécurité routière, de prendre une pause toutes les 2 heures quand on est au volant. La rotation systématique des chauffeurs, qui n'est pas un principe acquis dans bon nombre d'agences de voyage, une pression accentuée sur le personnel en cette période de fête de fin d'année, où un conducteur peut enchaîner jusqu'à plus de 1000 km par jour sans repos entre diverses villes, d'après les organismes spécialisés en sécurité routière. Ces derniers mois, le gouvernement a opéré des retraits de permis de conduire et des suspensions d'activité pour des agences impliquées dans des drames routiers. Les acteurs de la société civile recommandent d'autres types de sanctions. Les sanctions que nous appliquons souvent, notamment la suspension, ont montré leurs limites. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut mettre en place des sanctions pécuniaires et mettre aussi également en place des dispositifs de manière à accompagner les entreprises à les assainir. Parce que la plupart des entreprises qui opèrent aujourd'hui ont commencé avec un parc auto de 2 à 3 voitures. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui ont 80 et un problème de gestion. Des recommandations à côté d'autres comme l'amélioration du réseau routier, l'adoption d'une réglementation plus rigide contre l'alcoolisme au volant, mais aussi un engagement politique plus fort contre les accidents de la circulation. Les évaluations faites ont montré par ailleurs que le Cameroun n'a mis en œuvre que 45% à peine des recommandations des Nations Unies, pratiquement à 2 années de l'échéance, alors que les 4/5 des délais sont déjà consommés. Autre faiblesse, l'incoordination des actions dans la prévention routière. Les initiatives en la matière sont organisées de façon isolée par le ministère des Transports, la police, la gendarmerie et la santé publique. Certains observateurs critiquent l'inactivité du Conseil national de la sécurité routière. L'organe n'a siégé qu'une seule fois, en 20 ans d'existence. C'est l'une des actualités marquantes de l'année 2020. La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a provoqué un séisme économique et ébranlé le système sanitaire du Cameroun, un pays qui n'était pas préparé à cette vague d'épidémie du Covid-19. Pourtant, les premiers cas avaient été signalés dans le monde dès décembre 2019. Quels sont les temps forts de la crise sanitaire, du moins de la gestion de la crise sanitaire en cette fin d'année 2020? Évocation avec Nadine Yambou. Devant la vague déferlante de coronavirus en Chine et dans le monde, le gouvernement camerounais peine à mesurer l'ampleur du danger. Alors que la Chine et la France, 2 pays entretenant des relations commerciales intenses avec le Cameroun,
enregistre une multiplication effrénée des cas de coronavirus. Dans le pays, aucune disposition spéciale n'est prise entre décembre 2019 et février 2020. Le Cameroun ne s'est réveillé que lors de l'apparition du premier cas de coronavirus importé de l'Europe en début mars 2020. La nouvelle d'une contamination au coronavirus se répand comme une traînée de poudre et la psychose gagne le territoire. Au fil des jours, le nombre d'infections explose. En 3 mois de crise sanitaire, le nombre de personnes contaminées est passé d'1 à 6500 cas en début juin 2020 avec 200 décès. Alors que de nombreux pays africains ont très vite pris la pleine mesure de la situation, au Cameroun, ce n'est que le 18 mars 2020, soit 12 jours après l'apparition du premier cas, que le pays décide de fermer ses frontières. 1 mois et demi après l'application des premières mesures gouvernementales, les pouvoirs publics, sous la pression sociale et économique, ont été contraints d'assouplir certaines mesures de riposte contre la pandémie mondiale, avec l'ouverture des bars à plus de 18 heures, occasionnant de ce fait un relâchement de la population dans le respect des mesures barrières. Contre toute attente, une controverse est née autour des stratégies de confinement. D'un côté, le ministre de la Santé publique qui appelait les Camerounais à rester chez eux pour se mettre à l'abri du virus. Et de l'autre côté, le gouvernement qui n'a jamais déclaré officiellement un confinement. Mais des contraintes et restrictions d'activité commerciale étaient imposées. Très vite, le Cameroun est passé à la transmission communautaire avec comme principaux foyers les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam. Au regard des dégâts provoqués par la crise sanitaire, la fête de l'unité nationale a été annulée à la dernière minute. Et le chef de l'État, Paul Biya, s'est exprimé l'une des rares fois le 19 mai 2020. Sur le plan médical, le gouvernement a créé plusieurs centres agréés Covid-19, dont très peu ont été fonctionnels. Plusieurs médecins ont été infectés par le virus en raison d'une insuffisance d'équipements de protection et autres matériels pour une prise en charge efficace. Cette situation a amené le chef de l'État à lancer un appel à la solidarité nationale face à un ennemi commun. Cet appel intervient au lendemain des critiques formulées par le professeur Maurice Kamto sur la gestion calamiteuse du coronavirus au Cameroun. De même que le lancement de l'opération Survie Cameroun. Au-delà des controverses et critiques, le gouvernement a reçu des milliards de francs CFA et des soutiens des organismes internationaux pour faire face à la maladie. Mais sur le plan socio-économique, des chefs d'entreprise et des ménages étaient au bord du gouffre. Les allègements fiscaux et l'augmentation des cotisations sociales n'ont pas été à la hauteur des attentes. Dans cette atmosphère de désespoir, l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Klida, apporte une lueur d'espoir grâce à son traitement phytosanitaire. Il s'agit notamment d'hélicide Covid et Alsac Covid. Le gouvernement, pour sa part, s'est lui aussi montré optimiste en affirmant que sa stratégie a payé. En 10 mois de crise sanitaire, une vive polémique est née autour de la gestion des fonds de coronavirus après les récentes accusations du député SDF Jean-Michel Nitieux, dénonçant des soupçons de corruption et de détournement de deniers publics autour des 50 milliards de francs CFA débloqués par les pouvoirs publics pour la riposte contre la propagation du coronavirus. À ce sujet, le chef de l'État, Paul Biya, a prescrit un audit pour voir clair sur l'utilisation de ces fonds destinés à la lutte contre la pandémie mondiale de coronavirus au Cameroun. Et ces fameux audits qui devraient être menés par le contrôle supérieur de l'État suscitent des questions au sein de la classe politique au regard du mode de gouvernance observé au Cameroun. Des représentants militants du MRC doutent de la sincérité du gouvernement d'aller au fond dans cet audit pour connaître les mécanismes de gestion financière et pouvoir identifier les points d'ombre dans la gestion des fonds Covid-19 octroyés à plusieurs départements ministériels. Au sein du SDF, l'on reste attentif
attentif à ce contrôle supérieur de l'État et à cet audit qui devrait être en cours dans certains départements ministériels. Et la mise en garde est déjà faite à l'endroit des pouvoirs publics sur des marches qui pourraient être organisées par le SDF pour exiger une transparence dans l'audit des fonds Covid-19. Tous les acteurs politiques s'accordent à dire qu'il faut une enquête parlementaire, une commission d'enquête parlementaire pour voir plus clair dans cette affaire. Réaction des acteurs politiques, c'est avec Flavien Vallondongo. S'élève contre le déblocage de 50 millions de francs CFA à attribuer au contrôle supérieur de l'État pour auditer la gestion des fonds alloués au Covid-19 au Cameroun. On a fait des audits, on a mis des commissions en place, rien n'en est sorti. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, en 2020, on puisse croire à un audit, quelqu'un audite? Non, c'est une bande de petits copains. Et ils essaient de se soutenir. Oh, on va lancer l'audit, le peuple va se calmer. Mais le peuple ne peut pas se calmer. Si l'idée du décaissement de la somme vient du secrétariat général à la présidence de la République pour enquêter sur la gestion des fonds Covid-19, l'on note que tout cela est né de la série des dénonciations de soupçons de détournement de l'argent alloué à la lutte contre la pandémie mondiale, orchestrée par le député Jean-Michel Nitieux. Le député parle de plus de 50 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Imaginez ce que ça représente en termes de routes dans les communes. Imaginez ce que ça représente en termes d'hôpitaux bien fournis. Mais il y a tellement de choses qu'on pourrait faire avec 50 milliards de francs CFA. Il y a tellement de scandales au ministère de la Santé publique on n'aurait pas dû attendre même longtemps. Au Social-Démocratic Front, aucune action de transparence ne doit être biaisée. L'audit initié doit livrer ses résultats. Ceux qui tiennent les pouvoirs ont intérêt à ce que l'on nous dise effectivement comment est-ce que les fonds Covid-19, plus de 50 milliards, ont été gérés. Pour le parti au pouvoir, il est reconnu que le gouvernement est truffé d'états qui ternissent le nom Cameroun. Je ne mettrai jamais ma main au feu lorsqu'on parle du vol de certaines personnalités qui occupent les fonctions de pouvoir et de gouvernement. D'ailleurs, puisque nous sommes en Mondial Vision, c'est clairement établi. Lorsque dans un pays, vous avez les anciens premiers ministres en prison, les secrétaires généraux à la présidence, les ministres, les DG, il faut comprendre qu'il faut plutôt saluer l'action du président. L'honorable Jean-Michel Nitieux ne lâche donc pas prise. Les dénonciations persistent. Le Sérail sollicite des fonds pour tenter d'étouffer l'affaire à travers un audit. Ce que redoute d'ailleurs l'opposition. Sur la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique fait état de la situation à la date du 25 décembre 2020, 26 277 cas confirmés de Covid-19 au Cameroun, 446 décès enregistrés jusqu'ici, près de 24 000 cas de guérison, 939 cas actifs, dont un sous oxygène, note le ministre de la Santé publique. Taux de guérison 95%, fait savoir le ministre de la Santé publique. Et sur son compte Twitter, il note que le chef du gouvernement a prescrit la prise en charge optimale dans les formations sanitaires pour les rescapés de l'accident survenu hier à Ndikimineki, sur instruction du chef de l'État, transmise, dit-il, par le Premier ministre, chef du gouvernement. Les blessés font l'objet d'une meilleure prise en charge dans les formations sanitaires, suivant les très hautes instructions du chef de l'État qui nous ont été transmises, dit-il, par le Premier ministre, chef du gouvernement. Évoquons à présent cette préoccupation de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Au regard de la crise qui secoue la sous-région Afrique centrale, il y a une session du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières. Il est question au cours de ces travaux qui se déroulent à Douala d'identifier clairement les projets pour lesquels les financements ont été mobilisés, projets intégrateurs, évaluer les conditionnalités des financements annoncés, désigner les chefs de file par projet au niveau des institutions et des banques de développement, mettre en place un calendrier des réunions avec les États membres de la CEMAC en vue du lancement des projets ainsi qu'un tableau de bouclage et de suivi des projets et le financement. Les comités devront préparer des courriers de relance pour les partenaires économiques qui ont décidé d'accompagner la CEMAC dans la mise en œuvre de 12 projets intégrateurs
Quels sont ces principaux projets? Dans quel domaine vont-ils être réalisés? Je vous invite à présent à suivre le professeur Michel Cyr Djenawembu, secrétaire permanent du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. Nous avons les projets qui portent sur l'axe 1. L'axe 1, c'est l'axe qui est consacré à l'intégration physique et commerciale de nos États, par la construction des infrastructures terrestres, relier les capitales d'Afrique centrale entre elles, infrastructures portuaires, infrastructures d'énergie électrique, parce que vous savez qu'il ne peut pas avoir du tout de développement, il ne peut même pas avoir d'industrie si vous n'avez pas l'énergie. Donc ça, c'est le premier groupe de projets. Le second groupe de projets consiste à faire en sorte que l'on puisse développer la production énergétique. On ne peut pas toujours vouloir commercialiser ce que nous-mêmes nous ne produisons pas. Donc il faut donc interconnecter, il faut qu'il y ait des barrages, parce qu'on ne peut pas interconnecter une absence d'électricité. Il faut ensuite que les nouvelles technologies de communication, la fibre optique, puissent passer de la théorie à la réalité. Il faudrait également qu'on en arrive à ce que le roaming devienne gratuit chez nous, comme cela se fait dans d'autres régions, etc. Un autre axe, c'est l'éducation. Parce qu'on aura beau construire tout cela, si on n'a pas une jeunesse formée, si on n'a pas une jeunesse qui croit au travail, si on n'a pas aussi une jeunesse qui maîtrise les domaines pointus, nous serons toujours obligés de bavarder, mais en même temps d'aller chercher les techniciens ailleurs. Comment doit s'opérer le bouclage des financements pour ces 12 projets intégrateurs au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, après les promesses et les annonces de financement faites par les institutions financières internationales et des bailleurs de fonds? Les experts de la CEMAC se mobilisent pour monter les projets afin qu'ils soient viables et qu'ils puissent démarrer d'ici 2021. Je vous invite à nouveau à suivre le professeur Michel Cyr Djenawembu, qui est le secrétaire permanent du PREF CEMAC. Il faudrait absolument que nous puissions nous asseoir, réexaminer projet par projet les annonces faites par chaque bailleur, établir un calendrier de mise en œuvre, voir quelles sont les conditions de financement annoncées, regarder parmi ces conditions celles que nous pouvons négocier, celles qui vont ensemble avec les autres financements déjà annoncés par le passé dans le cadre de ces projets, tenir compte aussi de notre niveau d'endettement, étant donné que nous sommes tous, la plupart du temps, en accord sur la mise en œuvre des accords avec les FMI. Et enfin, donner les précisions aux bailleurs qui souhaitent en avoir pour venir travailler avec nous. Parce que, comme vous le savez, il ne s'agit pas de petits financements. Il ne s'agit pas d'un jeu d'enfants. Il s'agit d'un jeu d'intérêt, mais basé sur des données techniques. Donc, pour une fois, les chefs d'État nous ont demandé d'aller travailler tous les aspects techniques de manière à ce que les annonces faites à Paris puissent se traduire en réalité sur le terrain pour le bénéfice de nos populations. Dans le reste de l'actualité, la mascotte du CHAN 2021 entame le tour des villes hôtes de la compétition. Après Yaoundé hier dimanche, ce sera au tour de Douala d'accueillir la mascotte du CHAN 2021. Demain, mardi, la dernière étape est prévue pour Limbé et Boya mercredi prochain. Le comité d'organisation se fixe pour objectif de susciter l'engouement et l'adhésion du public autour du CHAN 2021. D'autres précisions avec Aïk Cyril. Dara, la mascotte du CHAN 2021, en démonstration au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. À moins de 3 semaines du coup d'envoi de la compétition, le comité d'organisation lance l'opération de charme. À 20 jours de la cérémonie solennelle d'ouverture du CHAN, la mascotte tour vise à rapprocher l'événement du grand public. Elle constitue une activité importante du volet événementiel et communicationnel du CHAN total, dont la visibilité doit être de plus en plus accentuée, dont l'effectivité et l'imminence de la tenue doivent s'installer fermement
dans l'imaginaire du public camerounais. La mascotte d'or, c'est le nom de cette opération, vise à rapprocher le public de l'événement qui démarre le 16 janvier prochain. Ainsi, Tara fera le tour des sites retenus pour le Chan 2021, notamment Yaoundé, Douala et Limbe-Boya. En vue d'une présentation de proximité de Tara, symbole de l'identité et emblème de la spécificité du Chan Total Cameroun, des caravanes d'animation sont appelées à se déployer dès aujourd'hui dans les artères de Yaoundé et mardi le 29 décembre à Douala, mercredi le 30 décembre à Limbe. Premier rapprochement déjà réussi par Tara, c'est celui du MINSEP et de la FECAFOOT. Les relations entre les deux institutions se sont considérablement détériorées depuis qu'il a fallu mettre en application la sentence du TAS relative à l'affaire FECAFOOT LFPC. Grâce à Tara, Narcisse Moelle Kombi et Seydou Mbonjoya sont côte à côte. Ils discutent même ensemble. La présente cérémonie relative au lancement. À l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé, artistes et groupes de danse exposent la diversité culturelle du Cameroun. Le chant, c'est le sport, mais aussi la culture. Après le Palais des Sports, Tara descend dans les artères de la cité capitale pour un tour de ville ponctué par des arrêts à certains carrefours. Là encore, le comité d'organisation souligne la communion attendue entre le public et les différents acteurs du Chan 2021. Ce public qui doit être en communion d'esprit et de cœur, dans l'enthousiasme patriotique, dans la liesse et l'allégresse, avec l'ensemble des participants venus d'Afrique et des 4 coins du monde pour la célébration des talents sportifs africains. 16 pays vont se retrouver au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021 pour le Chan, le championnat d'Afrique des Nations, compétition rendue à sa 6e édition. À partir du 16 janvier au 7 février. Des publi-reportages dans ce journal, c'est une bouffée d'oxygène financière pour les petites et moyennes entreprises au Cameroun, elles qui ont été secouées par la crise sanitaire. Une ligne de crédit de 25 milliards de francs CFA est désormais mise à leur disposition pour relancer leur activité commerciale et industrielle. Cette ligne de crédit émane de la Société Générale Cameroun, laquelle banque a signé un protocole d'accord avec le gouvernement sur les modalités d'octroi de ces crédits aux PME camerounaises. Plus de précisions dans ce reportage. Alors que les PME camerounaises peinent à se relever après le choc brutal occasionné par la pandémie de la Covid-19, Société Générale Cameroun vole à leur secours à travers la mise à disposition d'une ligne de crédit de 25 milliards de francs CFA. Les documents qui concrétisent ce soutien financier sont paraphés par Marem Baïndiaï, directeur général de Société Générale Cameroun, et Paul Motazé, ministre des Finances. Dans un contexte économique troublé par la pandémie de la Covid-19, voici qu'une fois de plus, la Société Générale Cameroun prend la décision de faire confiance à notre économie, de croire en ces petites et moyennes entreprises qui constituent un maillon essentiel de l'économie de notre pays. Au sein du groupe Société Générale, nous croyons qu'en pareilles circonstances, notre rôle en tant que banque, en tant qu'institution financière, est de donner à nos clients qui prennent des risques pour soutenir l'emploi et créer de la richesse les moyens d'arriver à leur fin et d'avoir un impact positif sur leur environnement. Aux côtés du gouvernement, Société Générale Cameroun réaffirme son engagement à accompagner les petites et moyennes entreprises à travers des prêts qui leur permettront de financer leurs investissements. Des prêts qui seront octroyés dans des conditions plus souples au regard de la fragilité occasionnée par le coronavirus. Le financement des PME représente un enjeu majeur pour le continent africain en général et pour notre pays, le Cameroun en particulier. En effet, les PME représentent près de 90% du tissu économique de notre pays pour une contribution de 34% au produit intérieur brut. Elles sont le moteur excellence de l'économie nationale avec à leur actif 54% de création d'emplois et 14% de valeur ajoutée.
Le gouvernement se réjouit de ce coup de pouce qui donne aux PME camerounaises de bonnes raisons d'espérer, malgré un environnement économique et sanitaire difficile. Les objectifs visés sont, entre autres, intensifier l'accompagnement des petites et moyennes entreprises pendant cette période de pandémie. Ensuite, mettre en place conjointement des mécanismes de recherche des financements au profit des petites et moyennes entreprises en particulier et au service de la croissance de l'économie camerounaise en général. Par cet acte, la Banque confirme son engagement à œuvrer pour le développement du Cameroun. Comme vous le savez, l'un des principaux axes de la stratégie nationale de développement 2020-2030 est l'import-substitution par la promotion des exportations. À ce titre, il est nécessaire d'encourager également les PME qui travaillent à la transformation locale de nos produits de base. Avec la synergie de nos efforts conjoints et l'appui constant de la Société Générale Cameroun, je suis persuadé que nous atteindrons les objectifs qui nous sont assignés par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. À travers l'initiative Grow with Africa, lancée il y a 2 ans, Société Générale manifestait déjà son intérêt à accompagner plus que par le passé les petites et moyennes entreprises. Le premier axe était sur le financement des infrastructures, le second, le financement de l'agriculture et des énergies renouvelables, le troisième, l'inclusion financière à travers le déploiement de notre porte-monnaie électronique YOP et bien sûr le dernier, le financement de la PME. Nous avons à ce jour réalisé plus de 60% de nos objectifs à court terme en termes d'encours de crédit additionnels octroyés au marché des PME, malgré le contexte économique et sanitaire que nous connaissons depuis le mois de mars 2020. Présente au Cameroun depuis 1963, Société Générale place l'accessibilité et la proximité au cœur de son engagement et de son action au quotidien. Elle joue un rôle majeur dans l'économie nationale, d'où sa distinction comme meilleure banque au Cameroun en 2020 pour la 9e fois consécutive. Distinction décernée par le magazine EMEA Finance. Le supermarché Dove poursuit son ancrage dans la capitale. Après un Colbison, c'est au tour du lieu dit Carrière d'accueillir le leader de la grande distribution. Un service œcuménique et une coupure du ruban symbolique ont meublé l'ouverture d'une nouvelle surface des supermarchés Dove à Yaoundé. Reportage. C'est bon, c'est parfait. C'est au fer de lance de la nation que le top management a confié le destin de Dove Carrière. Rompant avec le protocole habituel, c'est une jeune écolière qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Elle coupe et elle a coupé. C'était le dernier acte d'un scénario qui a fait la part belle à la jeunesse camerounaise. Dove a innové en ce sens que c'est les enfants qui ont coupé le ruban symbolique. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. En fait, c'est eux qui constituent l'avenir de ce business. Il n'a pas voulu inviter les préfets, les gouverneurs, mais il s'est concentré sur la crème des enfants. Vraiment, ça m'a marqué et je loue et j'apprécie cet acte. Que de bénédictions venues du ciel pour se répandre sur le dernier-né de la grande famille Dove. D'abord la veille, à travers un service œcuménique animé par les divers ordres religieux, lequel s'est achevé par la bénédiction proprement dite du nouveau supermarché. La terre fertilisée par Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège. Nous marchons vers toi, Fils de Dieu. Puis le jour dit de l'ouverture proprement dite et une autre invocation du Très-Haut afin qu'il donne à Dove Carrière les moyens et la force de grandir. La nouvelle surface se dresse majestueusement au bord de la route dans l'un des quartiers les plus populaires de la capitale. Un atout sur lequel l'entreprise doit surfer en vue de poursuivre sa mission de création des emplois et de lutte contre la vie chère. Notre slogan, c'est que derrière chaque achat, vous participez à la création d'un nouvel emploi. Nous sommes certainement tous clients de Dove, nous sommes tous porteurs de ce noble projet. Vous devez être fiers, vous devez acheter en sifflotant à Dove. Parce que tout le temps que vous avez acheté à Dove, vous avez créé de l'emploi pour le village. Tout le temps que vous avez acheté à Dove, vous avez créé quelque chose. Tout le monde connaît cet espace. Tout le monde peut voir les lumières qu'il y a ici. Il y a 3 ans, ce n'était pas comme ça. Tout ceci a été créé grâce aux achats qu'on fait au jour le jour. Donc je vous encourage à faire ces achats-là sans pleurnicher.
Aussi, le président directeur général de DOF Distribution a-t-il invité le personnel à faire science au projet afin de le conduire à bon port. En réalité, il s'agit de nous tous. L'entreprise est totalement impersonnelle. Si nous voulons nous développer, il faut protéger l'entreprise. C'est pour ça que votre rôle est hyper important. Ne protégez pas quelqu'un, monsieur Tagne, c'est pas important. Mais tout le temps qu'on a tapé sur une entreprise, on a tapé sur sa propre maman. Tout le temps qu'on n'a pas protégé l'entreprise, on n'a pas protégé sa propre famille. Si vous ne le faites pas, vous allez briser le relais, vous allez jeter le relais et on ne va pas aller au bout de la course. Portez votre croix et protégez DOF, parce que DOF est à tout le monde. Protégez-le avec votre tête. Mettez votre tête comme calme pour que ça ne tombe pas. L'occasion faisant le larron, le top management a saisi l'opportunité de la célébration de la fête de la nativité pour non seulement faire honneur aux tout petits, mais également leur donner de quoi passer d'agréables moments en famille. Avec l'ouverture de la surface de carrière, le supermarché DOF poursuit sereinement sa montée en puissance et son maillage de la capitale, tel que souhaité par le ministre du Commerce. Et le meilleur reste à venir. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, après la ville de Yaoundé hier, Tara, la mascotte du championnat d'Afrique des Nations, sera à Douala demain, fera le tour de la ville. Est-ce que vous serez avec Tara demain, Cédric Noufélé? Je serai certainement en train de travailler, mais on va suivre de près cette volonté du gouvernement de susciter l'adhésion des Camerounais à l'organisation du CHAN 2021, stratégie qui s'est déclinée à travers une tournée de la mascotte Tara. Vous avez pu voir d'abord les images faites à Yaoundé avec mobilisation des ministres, présidents de la Fédération camerounaise de football officielle et certainement des Camerounais curieux de voir une telle organisation qui n'a pas toujours suscité l'engouement des Camerounais. L'effervescence pourra-t-elle être créée dans la ville de Douala dès demain mardi ou encore à Limbé et Boya, où sont attendus ces officiels et la mascotte Tara d'ici mercredi prochain. L'on verra comment cette mobilisation va tenir son pari à l'approche du démarrage du CHAN 2021 dans quelques semaines ici à Douala. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel et qu'il en soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Voilà.